Le silence régnait dans mon appartement, brisé uniquement par le tic-tac de l'horloge. J'avais dépassé la quarantaine, la vie derrière moi, une existence confortable mais banale. Liam, mon meilleur ami depuis la fac, était mon seul véritable point d'ancrage. Une camaraderie forgée dans le feu des années étudiantes, cimentée par des rires, des secrets partagés et une loyauté indéfectible. C'est ce serment de loyauté qui s'est fracassé cette nuit-là. Minuit. La sonnette retentit, arrachant mon sommeil. Sur le pas de ma porte, Sophie, 8 ans, la fille de Liam, une boule de terreur enveloppée dans un pyjama rose, son lapin en peluche serré contre elle. « Oncle Derek, murmura-t-elle, les yeux noyés de larmes. Les amis de papa, demain. Il faut que je me cache. » Ses petites mains tremblaient tellement qu'elle laissa tomber son lapin. En le ramassant, j'ai perçu l'odeur douceâtre de la peur qui émanait d'elle. J'ai posé les questions, mais sa réponse m'a glacé le sang. Elle releva sa manche et me montra son avant-bras. Des marques rouges, récentes, côtoyaient des cicatrices plus anciennes, formant un motif sinistre. « La salle de jeu, chuchota-t-elle. Ils choisissent que les filles spéciales, celles qui sont jolies pour la salle de jeu. » Le silence s'épaississait à chaque mot, chaque syllabe tombant comme une pierre tombale sur l'innocence. J'ai peur. Je suis cassé. Ils ne voudront plus de moi. Elle se brûlait, se mutilait, cherchant à se rendre indésirable, la laideur comme bouclier contre l'horreur. La rage me submergeait, froide, absolue. « De qui tu parles, Sophie ?» Mon téléphone vibrait déjà. Liam, message paniqué, me reprochant de dramatiser, exigeant que je ramène Sophie immédiatement. Ou j'appelle la police pour enlèvement. La menace de perdre la garde, si simple, si froid. Son rire facile, celui que j'avais entendu des milliers de fois pendant 15 ans d'amitié, résonnait en faux dans le silence de mon appartement. « Allez, Derek, tu sais comment les enfants sont dramatiques. Elle a sûrement vu quelque chose à la télé. Ramène-la, on va arranger ça. » Mais sa voix, il y avait une note étrange, comme une répétition. Il s'attendait à cet appel. « Sophie, combien d'autres filles ?» Elle leva ses 2 petites mains et compta sur ses doigts. « 7, mais je suis la plus grande. Les petites ne comprennent pas encore le jeu. » J'ai appelé Vanessa, ma sœur, assistante sociale. Elle est arrivée en 20 minutes, en pyjama, les yeux pétillants d'une fureur déterminée. Elle a photographié les bras de Sophie, la disposition des brûlures, l'horreur indicible gravée sur sa peau. Vanessa écoutait, le visage livide, tandis que Sophie décrivait la salle de jeu dans le sous-sol de Liam. Les hommes qui arrivaient le vendredi soir, après que les mères aient déposé leurs filles. La manière dont Liam choisissait celle qui serait sélectionnée, celle qui était la plus jolie cette semaine. Comment Sophie essayait depuis 3 semaines de se rendre laide pour échapper à l'élection. Vanessa appela sa responsable. Liam continuait de m'envoyer des messages, menaces, injures. Il détruisait notre amitié pour rien. Sophie avait des troubles du comportement. Elle inventait des histoires pour attirer l'attention. Son avocat me ferait arrêter au matin. Mais je ne pouvais ignorer les bras de cet enfant, la terreur dans sa voix quand elle parlait de la nuit suivante. Sa responsable arriva à 1h du matin. Elle prit la déposition de Sophie, enregistrant chaque mot. Sophie nomma 7 autres filles, filles dont les mères partageaient la garde avec leurs ex-maris le week-end. Elle donna leurs noms, leurs adresses. Elle décrivit les efforts désespérés des petites filles pour se rendre moins attirantes. Une qui s'arrachait des mèches de cheveux, une autre qui portait des vêtements sales et refusait de se laver. Des enfants de 8 ans qui tentaient de se protéger d'une chose qu'elles ne pouvaient même pas nommer. La responsable appela la police. 2 agents arrivèrent 1 heure plus tard, sceptiques au début. Dispute de garde, plutôt qu'abus. Mais quand ils virent les brûlures, quand ils entendirent le récit cohérent de Sophie, leur attitude changea. L'un appela un détective, l'autre prit des notes sur le sinistre schéma décrit par l'enfant. La détective Rita Alvarez arriva à 3 heures du matin. 40 ans, des cheveux gris tirés en arrière et des yeux qui avaient trop vu. Elle interrogea Sophie pendant 1 heure, tandis qu'une infirmière légiste documentait chaque brûlure. Sophie décrivit la salle de jeu, sa porte verrouillée, le système de caméra opéré par un ami de Liam. Les hommes qui évaluaient les filles, qui en choisissaient une. Le visage de Rita restait impassible, mais ses mains se crispèrent en poing, lorsque Sophie raconta avoir été choisie 2 fois avant de commencer à se brûler. Rita me ramena chez moi, alors que le soleil se levait. Les perquisitions coordonnées auraient lieu à 8 heures, dans les 8 maisons en même temps, pour que les pères ne puissent pas s'avertir. Elle travaillait sur des affaires d'exploitation infantile depuis 12 ans. Le scénario correspondait à des réseaux d'abus organisés. La salle de jeu, le système de notation, les soirées du vendredi, c'était trop méthodique pour être des incidents isolés. Les relevés téléphoniques de Liam montraient un groupe de discussion avec 7 autres pères. Une preuve cruciale. Assis dans mon appartement, j'essayais de comprendre comment je n'avais rien vu pendant des années. Toutes ces soirées du vendredi, où Liam disait qu'il recevait des amis pour regarder des combats. Son attitude étrange quand quelqu'un se pointait à l'improviste.
Les fois où j'étais passé sans prévenir et où il s'était énervé au lieu de m'accueillir comme d'habitude. Des signaux que j'avais ignorés parce qu'il était mon meilleur ami et que j'avais une confiance aveugle en lui. Vanessa appela à 8h30. Les perquisitions s'étaient déroulées sans encombre. Ils avaient trouvé du matériel de caméra dans les 8 sous-sols. Les pères avaient été arrêtés, les mères interrogées. La mère de Sophie, Nathalie, pleurait au poste de police, disant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle avait remarqué les brûlures, mais avait cru à l'explication de Liam. Sophie se blessait à cause du stress du divorce. J'ai passé 3 heures à décrire mon amitié avec Liam, essayant d'identifier le moindre détail qui aurait dû m'alerter. Les parties de poker du vendredi soir auxquelles je n'avais jamais été invité, après que Sophie avait commencé à venir le voir. Son attitude défensive quand j'avais demandé si je pouvais rencontrer ses amis. Les nouvelles serrures qu'il avait installées sur la porte du sous-sol, soi-disant pour des raisons de sécurité. Rita notait tout, et j'avais la nausée en réalisant que j'avais accepté ses explications sans les remettre en question. 2 pères avaient déjà commencé à parler, essayant de minimiser leur implication. L'un affirmait n'avoir fait que regarder. L'autre disait que Liam l'avait poussé à participer, qu'il s'était senti piégé. Le visage de Rita montrait qu'elle ne croyait pas à leurs excuses. Les nouvelles ont éclaté le soir même. 8 pères arrêtés dans des perquisitions coordonnées contre un réseau d'exploitation infantile. Mon téléphone explosait de messages. Soutien de certains, accusations d'exagération d'autres. Un type de notre groupe d'amis de la fac m'a envoyé un long message sur les fausses accusations et comment j'aurais dû parler à Liam en privé avant d'impliquer la police. Je l'ai bloqué. Vanessa m'avertit que certaines familles engageaient des avocats coûteux et tentaient de présenter l'affaire comme un complot d'ex-épouses vengeresses. Patricia Winters, l'une des avocates spécialisées dans le droit de la famille les plus agressives de l'État, affirmait que les filles avaient été manipulées par leur mère et que les fausses accusations détruisaient la réputation de ces hommes. Merita avait les preuves, les sous-sols, les enregistrements. La semaine suivante, des équipes scientifiques légistes ont passé au peigne fin les 8 maisons. Elles ont trouvé des centaines de vidéos sur des disques durs cryptés, documentant des années d'abus. Les vidéos montraient le système de notation décrit par Sophie, les pères notant les filles en fonction de leur apparence avant d'en choisir une pour la salle de jeu. Certaines vidéos dataient d'il y a 2 ans, ce qui signifiait que cela se passait bien avant que Sophie ne commence à se brûler. La victime la plus jeune avait 5 ans. Rita m'appelait avec des mises à jour, chacune me faisant me sentir plus mal, pour ne pas avoir remarqué les signes. Les enquêtes préliminaires montraient que Liam avait lancé tout le système 3 ans auparavant, après avoir rencontré des pères aux intérêts similaires sur un forum en ligne. Il les avait recrutés avec soin, établissant une relation de confiance avant de révéler le véritable but de leur réunion du vendredi soir. Ils avaient créé des règles complexes concernant la sélection des victimes et le maintien du secret. Le groupe de discussion les montrait plaisantant sur la prochaine fille à être choisie et partageant des stratégies pour éviter que les mères ne le sachent. Nathalie est venue me voir lundi. Elle avait pris 10 ans en une semaine. Elle s'assit dans mon salon et pleura, me demandant comment elle avait pu ne rien voir. Sophie allait chez Liam un week-end sur 2 depuis 2 ans. Nathalie n'avait jamais rien remarqué d'anormal, au-delà des difficultés d'une enfant à s'adapter au divorce de ses parents. Elle avait remarqué que Sophie devenait anxieuse avant ses visites, mais elle pensait que c'était l'anxiété de la séparation. Les brûlures avaient commencé il y a 3 semaines, et Sophie avait dit qu'elle expérimentait avec un briquet qu'elle avait trouvé. Nathalie l'avait cru. Pourquoi mentirait-elle? J'ai dit à Nathalie que ce n'était pas sa faute, mais elle a simplement secoué la tête et continué à pleurer. La psychologue de Sophie avait exprimé des inquiétudes concernant son niveau d'anxiété 6 mois auparavant. Liam avait convaincu Nathalie que la thérapeute exagérait. Nathalie avait changé de thérapeute au lieu d'enquêter davantage. L'audience préliminaire était fixée 3 semaines plus tard. Rita m'a dit que je devrais témoigner sur la façon dont Sophie était venue me voir et ce que j'avais vu. Les avocats de la défense tentaient déjà de discréditer le témoignage de Sophie. Patricia Winters a présenté des requêtes selon lesquelles les mandats de perquisition étaient fondés sur la fantaisie d'une enfant hystérique et que toutes les preuves devaient être rejetées. Elle a soutenu que Sophie avait des antécédents de recherche d'attention, citant des dossiers scolaires où les enseignants avaient noté son récit dramatique lors d'exercices d'écriture créative. Le procureur Mark Ushue a présenté des réponses montrant que les mandats de perquisition avaient été obtenus correctement sur la base de preuves physiques des brûlures et des déclarations détaillées et cohérentes de Sophie. Il a joint le rapport médico-légal qui documentait des schémas de brûlures incompatibles avec des blessures auto-infligées. Un expert témoignerait que les brûlures nécessitaient qu'une autre personne tienne son bras fermement tout en les infligeant.
J'ai passé ces 3 semaines à essayer de comprendre comment mon meilleur ami était un monstre. Nous nous connaissions depuis la première année d'université. Nous avions vécu ensemble, voyagé ensemble, assisté au mariage l'un de l'autre. Il m'avait aidé à déménager après mon divorce. Je lui avais prêté de l'argent quand son entreprise avait eu des difficultés. Comment concilier 15 ans d'amitié avec la réalité qu'il abusait systématiquement d'enfants, dont sa propre fille? Certains de nos amis communs ont cessé de me parler. Ils ont cru au récit de l'avocat de Liam, selon lequel des ex-épouses vengeresses avaient entraîné les filles à faire de fausses accusations. Un type m'a dit que j'avais trahi le code d'honneur en appelant la police au lieu de parler à Liam en privé. J'ai bloqué son numéro. L'audience préliminaire a été brutale. Assis dans la galerie, je regardais 8 avocats de la défense attaquer la crédibilité de Sophie. Patricia Winters était la pire. Elle a souligné que les dossiers scolaires de Sophie montraient qu'elle avait eu des problèmes pour avoir menti l'année précédente, que Sophie était une menteuse établie, recherchant l'attention par des accusations dramatiques. Le procureur a montré l'une des vidéos trouvées dans le sous-sol de Liam. La salle d'audience est devenue silencieuse. On pouvait l'entendre Sophie pleurer hors caméra tandis que la voix de Liam disait à quelqu'un d'autre de commencer à enregistrer. Le juge a ordonné une pause. 2 pères négociaient des accords. Liam a refusé. Son avocat a soutenu que les vidéos montraient un manque de jugement, mais pas d'abus criminel. Il a affirmé que les parents documentaient le comportement inquiétant de leur fille, qui se blessait et avait besoin d'une intervention. Le système de notation était un outil d'évaluation de la santé mentale. Le juge semblait dégoûté, mais il a dû laisser Stone présenter ses arguments pour qu'il soit consigné au procès. Le procès a été fixé 4 mois plus tard. Pendant ce temps, les 8 filles ont été placées dans des foyers d'accueil thérapeutique avec des spécialistes des traumatismes. Sophie vivait avec une femme nommée Dorothy. Vanessa a fait en sorte que je puisse voir Sophie une fois par mois sous surveillance. La première visite a été étrange. Sophie semblait plus petite, plus calme. Elle avait arrêté de se brûler, mais elle avait commencé à s'arracher les cils. Sophie m'a montré des dessins qu'elle avait faits en thérapie. Images sombres avec des silhouettes dans des sous-sols, des caméras et des hommes au visage en colère, mais aussi d'autres pleines d'espoir avec des arcs en ciel, des maisons et une fille tenant un lapin. 2 des mères se sont présentées avec des informations qu'elles avaient trop peur de partager au début. Liam les faisait chanter avec des photos qu'il avait prises lors des échanges de garde, menaçant de prétendre qu'elles étaient des mères inaptes. Le témoignage était prévu le 2e jour du procès. J'ai passé la nuit précédente à revoir ma déclaration avec le procureur. Il m'a averti que Stone tenterait de me dépeindre comme un ami déloyal, cherchant à attirer l'attention ou à éliminer Liam de la vie de Sophie. La salle d'audience était pleine. J'ai décrit le coup à ma porte à minuit et le visage terrifié de Sophie. J'ai expliqué avoir appelé Liam et sa réaction défensive. Le contre-interrogatoire de Stone a été agressif. Il a demandé si j'étais jaloux de la vie de famille de Liam. Il a suggéré que je cherchais un moyen de blesser Liam. Il avait un intérêt inapproprié à devenir le modèle masculin de Sophie. J'ai répondu que les brûlures n'étaient pas une histoire, c'étaient des preuves physiques. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a entendu des experts médico-légaux, des thérapeutes. Il a vu les vidéos. Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de déclarer coupables les 6 accusés restants. Liam a été condamné pour complot, maltraitance d'enfants, exploitation d'enfants et séquestration. Le jury a fixé la peine à 6 semaines plus tard et Liam a été placé en détention immédiate, emmené menotté. Il m'a regardé avec une haine pure, comme si j'étais le méchant de cette histoire. Le jour du prononcé de la sentence a réuni toutes les mères et leurs filles au tribunal. Sophie était là avec Dorothy, nerveuse. On a entendu des déclarations sur les conséquences des crimes. La juge a passé 15 minutes à détailler la nature systématique des crimes de Liam. Elle a souligné qu'il avait créé et dirigé la conspiration, recruté d'autres pères et n'avait montré aucun remords tout au long du procès. Elle l'a condamné à 35 ans de prison d'État, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Les autres pères ont reçu des peines allant de 12 à 25 ans. En quittant le tribunal, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de deuil. Soulagement pour Sophie. Deuil pour l'amitié que je pensais avoir. Vanessa m'a trouvé dehors et m'a serré dans ses bras. Elle a dit qu'elle était fière de moi d'avoir choisi Sophie, plutôt qu'une amitié. L'année suivante, les progrès de Sophie ont été remarquables. Elle continuait de vivre avec Dorothy et suivait une thérapie des traumatismes. Les comportements d'automutilation ont diminué à mesure qu'elle apprenait des stratégies d'adaptation plus saines. Ses cils ont repoussé et elle a cessé de vérifier constamment si elle était assez jolie pour être en danger. Je continuais à voir Sophie une fois par mois. Nous jouions à des jeux de société, faisions des biscuits. Parfois, nous parlions simplement. Elle a commencé à m'appeler à nouveau oncle Derek au lieu du formel Derek.
Nathalie a travaillé dur pour reconstruire sa relation avec Sophie. Après un an dans un foyer d'accueil, la transition s'est faite progressivement. J'ai aussi rejoint l'organisation, parlant du point de vue de l'ami et de la façon dont la loyauté peut nous aveugler. Les prédateurs ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à votre meilleur ami, votre frère, votre entraîneur. Ils sont charmants et fiables. La chose la plus difficile a été d'expliquer le code d'honneur et comment il avait failli m'empêcher d'aider Sophie. J'ai été élevé avec ces règles tacites de loyauté et de ne pas être une balance. Mais ce code n'a rien à voir avec l'honneur ou l'amitié. La vraie loyauté signifie responsabiliser ses amis et protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. 3 ans après la condamnation de Liam, Sophie avait 11 ans et était en pleine forme. Elle jouait au football, prenait des cours d'art. Elle a écrit une lettre. Merci d'avoir cru à une petite fille de 8 ans effrayée à minuit et d'avoir choisi sa sécurité plutôt que votre amitié. Vous nous avez sauvé la vie et donné la chance de devenir qui je suis aujourd'hui. Quand Sophie a eu 16 ans, elle était devenue une jeune femme impressionnante qui avait transformé son traumatisme en objectif. Elle a donné des discours dans les écoles sur la façon de reconnaître les abus. Elle était bénévole dans l'organisation. La nuit précédant son départ pour l'université, Sophie est venue dîner chez moi. Elle avait pardonné à son père. Non pas qu'il le mérite, mais parce que porter la colère était épuisant. Elle reconnaissait ce qui s'était passé sans laisser cela consumer son identité. Elle était Sophie, l'artiste, la militante et l'étudiante en psychologie. Au fil des années, j'ai vu comment ce moment unique avait transformé tout. Dire oui à une petite fille effrayée a conduit à 8 condamnations, des changements dans les protocoles d'enquête, une organisation à but non lucratif national et des centaines d'enfants sauvés de l'abus. Tout n'était pas héroïque. J'étais un type qui ne pouvait pas ignorer les brûlures sur le bras d'une enfant et la terreur dans sa voix. Mais c'est ainsi que fonctionne le véritable courage. Pas de grands gestes dramatiques, mais de petits choix. Se soucier plus de la sécurité de quelqu'un que de son propre confort.